Mes parents, Sandrine et Stéphane, ne sont pas venus à la cérémonie de l'obtention de mon diplôme de licence. Pas un siège de réservé, pas un visage familier dans l'immense foule de l'amphithéâtre universitaire, juste leur silence assourdissant qui résonnait plus fort que les puissants haut-parleurs diffusant les discours. J'ai traversé l'estrade, seul, le rouleau de parchemin serré dans ma main, feignant une indifférence qui me coûtait toutes mes forces. Chaque pas sur cette scène était un effort pour ne pas laisser paraître la piqûre cuisante de l'abandon. Le lendemain matin, alors que ma toge et mon mortier gisaient encore en un tas informe sur le parquet de mon studio, ma tante Monique a appelé. Sa voix, habituellement si enjouée, était tendue. « Chloé, tes parents font du porte-à-porte, ils empruntent de l'argent en ton nom. » Je suis resté figé, le combiné collé à mon oreille, le monde semblant s'arrêter de tourner. Puis, sans un mot de plus, j'ai pris mes clés et j'ai conduit directement jusqu'à leur maison de campagne en Normandie. Et ce que j'ai découvert dans ce salon familier m'a fait comprendre que mon diplôme n'était pas la véritable trahison. Ce n'était que le prélude, l'invitation à quelque chose de bien plus sombre. J'ai grandi en apprenant que le silence était un fardeau plus facile à porter que l'espoir. Cela avait commencé de manière insidieuse, par petites touches que personne en dehors du cercle familial n'aurait pu remarquer. Je me souviens de la fête de fin d'année de mon école primaire. Je me tenais derrière le lourd rideau de velours rouge, frottant le bord de mon costume avec des mains moites. L'auditorium était bondé de parents qui criaient les noms de leurs enfants, agitant leur téléphone pour immortaliser l'instant. Le siège de ma mère est resté désespérément vide. Elle est arrivée au milieu du spectacle, ses lunettes de soleil toujours sur le nez, chuchotant que la circulation avait été infernale. Elle ne m'a jamais demandé quelle chanson j'avais interprétée. Après ça, j'ai cessé de mentionner les spectacles. Au collège, ce schéma s'était profondément ancré en moi. Je me suis inscrite au club d'éloquence et j'ai atteint la finale. J'avais communiqué la date à mes parents à 2 reprises, je l'avais noté en grosses lettres sur le frigo, j'avais même glissé un rappel sous la tasse de café de ma mère. Elle l'avait déplacé sans même y jeter un œil. Quand j'ai remporté la 2e place, j'ai ramené fièrement le certificat à la maison. Elle y a jeté un regard distrait et a dit « C'est bien, mais ne laisse pas ça te détourner de tes vrais objectifs. » Elle n'a pas demandé quel était le sujet. Elle n'a pas demandé contre qui j'avais débattu. Mon père, Stéphane, a simplement hoché la tête, ce même hochement de tête qu'il utilisait pour approuver n'importe quoi qui lui permettait d'éviter un conflit. Le lycée n'a rien arrangé. Mon frère Léo s'est épanoui, devenant l'enfant en or. Les équipes sportives du lycée, les sorties du week-end, les éloges sans fin. Ma mère l'appelait notre miracle. Quand il oubliait ses devoirs, elle traversait la ville pour les lui apporter. Quand je restais tard à la bibliothèque pour travailler sur un projet qui comptait pour la moitié de ma note, elle m'envoyait un texto « Ne sois pas dramatique. Tu as tes clés. » Léo ramenait des notes moyennes et avait droit à des pizzas pour fêter ça. Je figurais au tableau d'honneur et je n'obtenais que le silence. L'argent était le fossé le plus flagrant. Durant ma première année à l'université, j'ai cumulé 2 emplois, des gardes matinales pour ranger les rayons dans une librairie et de la saisie de données le week-end pour un bureau local. Je conservais chaque ticket de caisse, chaque fiche de paie, chaque petite preuve que je n'étais pas un fardeau. Pendant ce temps, mes parents racontaient à la famille qu'ils me soutenaient financièrement pendant mes études, que l'éducation coûtait cher, mais qu'on devait faire ce qu'il fallait pour ses enfants. Je l'ai entendu lors d'un repas de Noël, assise au bout de la table, mon assiette à moitié pleine. Ma mère, Sandrine, parlait assez fort pour que toute la pièce l'entende, souriant comme si c'était grâce à elle que je m'en sortais. Ce qui me faisait mal, ce n'était pas le mensonge en lui-même, mais la facilité déconcertante avec laquelle elle le racontait. Même les anniversaires étaient des rappels silencieux de ma place. Pour mes 18 ans, je me suis préparé un gâteau avec une préparation en boîte parce que mes parents étaient à l'un des tournois de Léo. Ils sont rentrés tard, fatigués, et ma mère a dit « Oh, c'est vrai, c'est aujourd'hui. » Avant de monter se coucher, mon père a posé une main sur mon épaule, puis l'a retirée, ne sachant que dire. J'ai soufflé mes bougies seul. Il y a eu d'autres moments, insignifiants pour eux, inoubliables pour moi. Une lettre d'admission à l'université glissée sous une pile de magazines comme si c'était du courrier indésirable. Un avis de bourse d'études que ma mère a utilisé comme sous-verre. Une nuit où j'avais une forte fièvre mais où je suis quand même allé travailler, car manquer un service signifiait ne pas pouvoir payer mon loyer. Je ne leur ai rien dit. Ils n'ont rien demandé. Au cours de ces années,
J'ai appris une vérité silencieuse, être ignoré fait moins mal quand on cesse de s'attendre à être vu. Je n'avais pas réalisé à quel point cette leçon m'avait façonné jusqu'au jour de la remise des diplômes, debout sous les lumières du stade, scrutant une foule qui ne me cherchait pas. Tout ce que j'avais vécu se résumait en une seule et douloureuse prise de conscience. Ce n'était pas nouveau. C'était simplement le même schéma, devenu soudain trop bruyant pour être ignoré. Le matin après la cérémonie semblait anormalement calme, comme si la ville hésitait à s'éveiller. Ma toge et mon mortier étaient toujours par terre, là où je les avais laissés tomber. Le tissu froissé, le pompon enroulé comme un point d'interrogation. Je les ai enjambés pour aller me faire un café, prétendant que leur vue ne me dérangeait pas. Le téléphone a sonné avant que la bouilloire n'ait fini de chauffer. Tante Monique n'appelait jamais si tôt. Elle n'appelait jamais sans envoyer un texto avant. J'ai répondu quand même. Chloé. Sa voix donnait l'impression de quelqu'un qui tenait quelque chose d'inconfortable entre les mains. Tu es réveillé? Je suis là, ai-je dit. Il y a eu une pause, trop longue pour être anodine, trop courte pour être réconfortante. Puis elle a expiré. Tes parents font du porte-à-porte, ils empruntent de l'argent en ton nom. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas respiré. Derrière moi, la bouilloire a cliqué, le son étrangement aigu dans l'appartement silencieux. Ils ont raconté à tout le monde que tu avais trouvé un emploi très bien payé, a-t-elle poursuivi. Ils disent que tu t'es portée garante pour les prêts. Certains leur ont déjà donné de l'argent liquide. J'ai pressé mon pouce contre le rebord du comptoir, me raccrochant à quelque chose de solide. L'image de ma rangée vide à la remise des diplômes a refait surface, mais avec un poids différent. Une autre vibration nous a interrompus. Un message d'un cousin, Hugo, à qui je parlais à peine. Salut, c'est vrai qu'on doit t'envoyer de l'argent à tes parents? Ils ont dit que tu nous rembourserais dès que tu commencerais ce nouveau travail. Ce travail? Celui pour lequel je n'avais même pas encore passé d'entretien. Tante Monique continuait de parler, expliquant quelle maison mes parents avaient déjà visité, quels voisins étaient perplexes, qui les croyait et qui non. Ces mots se sont fondus en une seule et lente prise de conscience. Ce n'était pas qu'ils m'avaient oublié hier. C'est qu'ils ne se souvenaient de moi aujourd'hui que comme d'un levier. J'ai ramassé la toge sur le sol, le tissu mou dans mes mains. Elle sentait encore faiblement le soleil et la poussière du stade. Le silence au bout du fil s'est alourdi. Chloé, a-t-elle finalement murmuré. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Je ne savais pas. Un autre message est arrivé. Une voisine. Peux-tu confirmer? Ils disent que tu leur as demandé de l'aide. J'ai laissé l'écran du téléphone s'éteindre. Je vais m'en occuper, lui ai-je dit. Et je le pensais. Pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Je ne bougeais pas pendant un long moment après la fin de l'appel. L'appartement retenait son souffle avec moi. La lumière du matin filtrait à travers les stores en fines rayures pâles, projetant des ombres sur la toge et le mortier que je tenais toujours. Je les pliais lentement, lissant les plis avec la paume de ma main, et les posais sur la chaise près de la fenêtre. Le silence semblait délibéré, comme s'il voulait me faire entendre quelque chose que j'avais ignoré pendant des années. J'ouvris mon ordinateur portable. Ma boîte de réception était remplie de réponses automatisées à mes candidatures. Rien de définitif, rien de promis. Juste une série de, peut-être, alignés comme des dominos attendant d'être poussés. Si la mauvaise rumeur se propageait, disant que je devais de l'argent, ou pire, que j'étais financièrement irresponsable, chacun de ces, peut-être, disparaîtrait. La réputation comptait, surtout quand on partait de zéro. Je cliquais ensuite sur mes relevés bancaires, chaque paiement de frais de scolarité que j'avais effectué, chaque chèque de paie de la librairie, chaque service matinal, chaque nuit passée à faire de la saisie de données. Je fis défiler le tout jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Il n'y avait aucune trace de l'implication de mes parents, car ils n'avaient pas été là. Pas quand ça comptait. Un nœud se forma au fond de ma gorge. Pas du chagrin, pas de la colère, juste la forme froide de la clarté. Mon téléphone vibra à nouveau. D'autres messages me demandant de confirmer ce que mes parents prétendaient. Je ne répondis pas. À la place, j'ouvris un nouveau tableur et commençai à taper. Date, nom, montant mentionné, capture d'écran collée dans des colonnes soignées.
Tout était aligné en rangées si propres et claires qu'on ne pourrait pas les déformer plus tard. Je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire, mais je savais que j'en avais besoin. Tante Monique envoya ensuite un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai enregistré directement dans un dossier intitulé simplement « Pour plus tard ». La bouilloire sur le comptoir cliqua en refroidissant. L'appartement sentait encore faiblement la vapeur et la lessive de ma toge. Je fermai les yeux un instant, laissant l'air se tasser. Puis je me levai. Je me déplaçai dans mon appartement comme quelqu'un qui prépare une pièce avant de partir pour un long voyage. Sans hâte, mais avec détermination. Je rassemblai des documents dans une boîte à chaussures sous le lit, de vieilles fiches de paie, des lettres de bourse, des reçus pour des cours que j'avais payés moi-même. Je n'avais jamais su pourquoi je les avais tous gardés pendant toutes ces années. Maintenant, je savais. Je posai tout sur la table de la cuisine. Les bords des papiers étaient légèrement gondolés par la chaleur ou l'âge. Je les redressai un par un, mes doigts stables. Il y avait en moi un calme que je ne reconnaissais pas. Pas la paix, quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Quand le dossier fut plein, je le fermai et le tins dans mes mains pendant quelques secondes. Il semblait plus lourd qu'il n'en avait l'air. Un texto de Léo arriva. Maman dit que tu fais une crise. Contente-toi de clarifier les choses. Clarifier les choses. L'expression avait un goût de métal sur ma langue. Je ne répondis pas. À la place, je saisis mes clés. Le métal était frais contre ma paume, son poids familier me rassurait. Pendant des années, j'avais cru que l'action signifiait la confrontation. Maintenant, je comprenais que l'action pouvait aussi signifier la clarté, avancer vers la vérité sans l'annoncer. Dehors, l'air portait la faible odeur de la pluie sur le bitume. Je me suis glissé dans ma voiture, une vieille Citroën 2CV, j'ai fermé la portière doucement et je suis resté assise sans démarrer le moteur. L'allée derrière mon immeuble était vide, à l'exception d'une poubelle de recyclage solitaire, légèrement inclinée sur le côté. Un coup de vent la fit vaciller. Je regardais droit devant moi, sans rien fixer en particulier. Le silence à l'intérieur de la voiture était différent de celui de l'appartement. Celui-ci n'attendait pas. Il était prêt. J'ai tourné la clé. Le moteur a démarré avec un faible bourdonnement. Je me suis engagé dans la rue. Les pneus roulaient sur les petits cailloux avec de doux crissements. La ville semblait inchangée. Des gens promenant leurs chiens, des joggeurs traversant les carrefours. Des voitures alignées au feu rouge. Ordinaire. Insouciant. Mais quelque chose dans l'air semblait plus ténu, comme si un fil avait été tiré et attendait de se défaire complètement. Mes parents vivaient à 15 minutes de là. Je connaissais les virages par cœur. Je les avais pris des milliers de fois enfant, en comptant les boîtes aux lettres, en regardant les saisons changer sur les mêmes rangées d'arbres. Aujourd'hui, le trajet semblait inconnu, comme si je revisitais un lieu dans un rêve plutôt que dans la vie réelle. À mi-chemin, je me suis arrêté à un feu rouge. Une famille dans leur monospace de la voie d'A accent grave côté riait. Un bambin tapait l'arrière du siège avec de petits poings tandis que sa mère essayait de lui donner un encas. Le père la regarda en souriant. C'était une chose si simple, être présent. Je les ai observés jusqu'à ce que le feu passe au vert. Plus je me rapprochais de la rue de mes parents, plus une certaine lourdeur se resserrait sur mes côtes. Mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus proche de l'inévitable. Leur maison avait la même apparence que toujours de l'extérieur. Le porche toujours en panne. Le pot de fleurs que ma mère avait acheté en solde toujours ébréché au coin. Une couronne décolorée accrochée à la porte, hors saison. Des détails ordinaires masquant tout ce qui se trouvait en dessous. Je me suis garé sur le bas-côté. Le moteur cliquetait doucement en refroidissant. Je suis resté immobile, les mains sur le volant, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Je ne pensais pas à ce que j'allais dire. Je ne planifiais pas une dispute. Je n'essayais pas de me préparer aux excuses que je savais déjà qu'ils allaient me servir. J'écoutais moi-même, le silence dans ma poitrine qui était devenu trop plein pour être ignoré. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, pris le dossier, ouvert la portière. L'air extérieur était plus frais qu'avant, me frôlant les joues comme pour me rappeler que j'étais là, éveillé, faisant un choix sur lequel je ne pouvais pas revenir. J'ai remonté l'allée lentement, chaque pas délibéré. Les fissures dans le trottoir,
les feuilles éparses, le son de ma propre respiration. Tout semblait d'une clarté troublante. Avant de frapper, je me suis immobilisé pour une dernière respiration, laissant le silence s'installer entre mes épaules. Puis j'ai levé la main. L'instant avant que mes doigts ne touchent la porte, j'ai compris quelque chose avec une certitude parfaite. Quoi que ce soit qui m'attendait de l'autre côté, ça n'allait pas me détruire. Ça allait seulement révéler ce qui était déjà brisé. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper une deuxième fois. Son expression a vacillé, surprise, agacement, calcul, puis s'est figée en un sourire crispé. « Oh, tu es là » a-t-elle dit, s'écartant comme si elle me faisait une faveur. Le salon était plus rempli que je ne l'avais prévu. Jean et Marie, un couple de notre famille élargie, étaient assis sur le canapé, une enveloppe posée entre eux. Mon père tournait à proximité, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol. L'air sentait faiblement le café infusé et quelque chose d'acide en dessous. La tension, peut-être. Personne n'a parlé au début. Puis la femme sur le canapé a dit, « Chloé, ma chérie, on ne s'attendait pas à te voir aujourd'hui. » Ses doigts se sont resserrés autour de l'enveloppe comme si elle espérait que je ne demanderais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ma mère s'est déplacée pour me bloquer la vue, la voix sèche. « Nous sommes au milieu de quelque chose d'important. Si tu avais appelé. » Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai dépassé. Sur la table basse se trouvaient d'autres enveloppes, certaines fines, d'autres épaisses, certaines déjà ouvertes. Mon père s'est raclé la gorge, le son était cassant. « Ta mère. » « Nous. » Mais Marie l'interrompit, son ton passant à quelque chose de répété. « Nous avions juste besoin d'un petit coup de main. Les familles font ça. Tu en fais toute une histoire. » J'ai posé le dossier que je tenais à la main sur la table. Le bruit sourd fit tourner toutes les têtes. La mâchoire de ma mère se crispa. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Tout ce que vous avez dit que je m'étais engagé à couvrir, » ai-je répondu. Son visage devint pâle une seconde avant de se figer dans l'indignation. « Chloé, ne commence pas. Ils nous ont cru parce qu'ils nous font confiance. C'est comme ça que ça marche dans une famille. » L'homme plus âgé sur le canapé nous regarda, confus. « Alors, tu n'as pas promis de nous rembourser ?» J'ai ouvert le dossier tranquillement. Les pages ont glissé en avant. Capture d'écran, relevé bancaire, lettre de bourse, fiche de paie. La preuve de ce que j'avais fait seul. La preuve de ce qu'il n'avait pas fait. Mon père a fait un petit pas en arrière. La voix de ma mère craqua d'une fausse indignation. « Tu déformes les choses. Nous avons dit aux gens que tu aiderais parce que tu dois tout à cette famille, toute cette éducation. Tu penses que tu y es arrivé seul ?» Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Tante Monique est entrée par la porte derrière moi. Elle avait dû me suivre en voyant ma voiture garée dehors. Elle croisa les bras, le regard fixe. « Vous n'avez pas payé un centime de ses études, » dit-elle calmement. « Vous avez raconté à tout le monde que si, mais nous savons tous qui a payé quoi. » Le couple sur le canapé se raidit. « Mais » murmura la femme. « Nous leur avons donné de l'argent parce que nous pensions que Chloé garantissait. »« Ce n'est pas le cas, » ai-je dit. « Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. » Le sang-froid de ma mère s'est fissuré. « Tu es dramatique. Ce n'est pas un crime de demander de l'aide. »« Vous n'avez pas demandé, » ai-je répondu. « Vous avez utilisé mon nom. » D'autres membres de la famille sont apparus dans le couloir, attirés par les voix qui montaient. Mon père a finalement parlé, à peine plus fort qu'un murmure. « Sandrine, peut-être qu'on devrait juste. N'ose même pas flancher maintenant. » a-t-elle lancé. Mais c'était trop tard. L'atmosphère de la pièce avait changé. Les visages qui, autrefois, hochaient la tête en écoutant ces histoires la regardaient maintenant avec quelque chose de nouveau, le doute. J'ai rassemblé les papiers et les ai tenus dans mes mains. Chaque feuille semblait être une frontière qui se formait. Puis je les regardai droit dans les yeux. « Si vous aviez besoin d'aide, vous auriez pu demander, » ai-je dit. « Mais vous n'avez pas demandé. Vous m'avez utilisé. » Le silence a frappé la pièce comme un verre qui tombe. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père a baissé les yeux. Le couple a reposé leur enveloppe sur la table comme si elle les brûlait. Pendant des années,
j'avais été la silencieuse. Maintenant, le silence ne leur appartenait plus. Il m'appartenait. Je ne me souviens pas avoir quitté la maison. Un instant, je me tenais dans leur salon, l'air épais d'un silence que personne n'osait briser. L'instant d'après, j'étais dehors sur le porche, la porte se refermant derrière moi avec un déclic étouffé. Le soir s'était installé sans que je m'en aperçoive. Le ciel au-dessus du quartier était d'un bleu sourd, celui qui apparaît juste avant que les lampadaires ne s'allument en bourdonnant. J'ai descendu les marches lentement. L'air sentait l'herbe coupée et quelque chose de légèrement métallique, une pluie de printemps quelque part au loin. Ma voiture était exactement là où je l'avais laissée, silencieuse et en attente. J'ai ouvert la portière et me suis assise à l'intérieur, sans tourner la clé. Mes mains reposaient sur le volant, mais elles ne tremblaient pas. Plus maintenant. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais de l'espace à l'intérieur de ma poitrine au lieu de la pression. J'ai conduit sans me presser, laissant la ville défiler derrière les vitres comme un film au ralenti. Les maisons se sont fondues dans les devantures de magasins, puis dans la douce élévation des bâtiments du centre-ville qui brillaient dans le crépuscule. Le temps que j'arrive à mon appartement, le ciel s'était assombri en un indigo profond. À l'intérieur, tout semblait pareil, mais rien n'avait le même goût. La toge et le mortier étaient toujours sur la chaise près de la fenêtre. Je me suis approché et j'ai touché légèrement le tissu. Hier, cela avait semblé être une preuve d'effort. Ce matin, cela avait ressemblé à la chute d'une mauvaise blague. Maintenant, c'était comme une frontière que j'avais finalement tracée. Au cours des semaines suivantes, j'ai avancé dans la vie différemment. Plus silencieuse, mais pas diminuée. J'ai emballé mes affaires dans des cartons propres, les ai étiquetés avec soin, les ai alignés contre le mur. J'ai signé les papiers pour une offre d'emploi arrivée de nulle part, stable et honnête. J'ai trouvé un nouvel appartement de l'autre côté de la ville, puis j'ai traversé une autre frontière de la ville, et finalement, je me suis installé quelque part qui ressemblait à un nouveau départ. Le matin de mon départ, la lumière du soleil se déversait sur le sol comme un doux rideau. Je me suis assise sur le bord du lit, respirant le calme. Mon téléphone a vibré une fois. Un court message de mon père. Je suis désolé pour tout. Puis un autre de ma mère. Nous devrions parler. J'ai laissé l'écran s'éteindre. Dehors, l'air était frais, porteur de la promesse de quelque chose d'ouvert, de non réclamé. J'ai verrouillé la porte de l'ancien appartement, glissé la clé dans ma poche et marché vers un avenir qui, pour la première fois, me semblait être le mien. Certaines distances ne se créent pas du jour au lendemain. Elles se révèlent au moment où l'on cesse de se rétrécir pour tenir à l'intérieur. Je pensais que le silence était quelque chose qu'on m'infligeait, un espace imposé autour de moi. Maintenant, je le comprends différemment. Le silence peut aussi être une porte, un seuil propre que l'on choisit de franchir lorsque les anciennes pièces ne ressemblent plus à un foyer. Si vous vous êtes déjà reconstruit en silence, pièce par pièce, j'espère que vous savez qu'il n'y a aucune faiblesse à s'éloigner. Et si vous m'écoutez de n'importe où dans le monde, dites-moi ceci, avez-vous déjà tracé une ligne que vous n'avez jamais refranchie ?